La première vidéo du projet Nilfgaard est sortie, vous lui avez réservé un accueil chaleureux et ça fait vraiment plaisir, mais vous avez aussi été très nombreux à me poser des questions sur finalement la manière dont j'avais conçu ce costume, qu'est-ce que j'avais imaginé pour le personnage, comment est-ce que je l'avais construit, et de quoi je m'étais inspiré, bref, de détailler un peu plus la partie technique. Alors c'est vrai que je peux pas trop rentrer dans ces détails-là dans la vidéo parce que sinon elle serait beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de vous faire des petits formats un petit peu détente pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor de ces costumes et comment est-ce que j'ai fait pour les faire, toute la démarche et tout, et on commence évidemment par la soldate de Rivy. Même si j'en ai plein derrière moi, avant de sortir le moindre outil, en fait il faut commencer par se poser des questions, parce que sinon on sait pas où on va. Et pour ça le plus facile, c'est de faire une feuille de personnage. Alors une feuille de personnage, qu'est-ce que c'est? En fait c'est assez simple, c'est une sorte de liste qui va nous permettre de savoir d'où vient le personnage, qu'est-ce qu'il fait dans l'intrigue, quelle est sa richesse, quel est son type de costume, d'où est-ce qu'il sort, où est-ce qu'il va, etc. Voilà, qui va nous donner une espèce de... rappelez-moi de ne plus m'asseoir comme ça sur une caisse en plastique. Voilà. Une feuille de personnage, donc je disais, c'est une liste qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va avec le personnage, d'où est-ce qu'il vient, son contexte, sa richesse, qu'est-ce qu'il fait, voilà, ça décrit votre personnage. Et en règle générale, on peut considérer que plus le personnage est important dans l'intrigue, et plus sa feuille de personnage va être développée. Alors là, pour un personnage de soldat tout simple, on va se simplifier la vie et faire juste 2 catégories. Alors en premier, évidemment, on va aller voir le livre, puisque on s'inspire de The Witcher, on s'inspire de ce que l'auteur a écrit, donc on va quand même aller jeter un œil à ce qu'il a écrit. Et en deuxième, on va faire des hypothèses par rapport aux personnages qui vont aller plus loin que ce que le livre a écrit pour essayer de donner du corps à ce personnage. Et on va aussi rajouter un troisième élément hyper important, la production. Parce que oui, évidemment, on fait un costume de cinéma et pas un costume historique, et donc du coup, l'impératif, c'est d'abord les impératifs du cinéma. Bon, le livre ne nous dit pas grand-chose en fait sur ces soldats, et comme souvent avec cet auteur, les informations sont contradictoires et les traductions pas toujours claires. On sait qu'ils utilisent des haches, des épées, des hallebardes, des piques et des arbalètes. Il y a des gardes d'une rivière qui ont des haubers, donc de la cotte de maille, avec des tabards blancs marqués d'un losange rouge. On sait également qu'une grande partie de ces soldats sont cachés dans la forêt avec leur reine, Maeve, qu'ils ont suivi pour rendre la vie impossible aux Nilfgaardiens ayant conquis leur pays. Voilà pour les inspirations du livre, maintenant il s'agit de savoir ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. On va partir sur des combattants équipés un peu comme ça vient, avec peu de moyens, et qui vivent dans la forêt. Alors je dis ils vivent dans la forêt, mais c'est plutôt en mode troupe cachée plutôt que Robin des Bois. On va leur coller un équipement qui sera un peu rétro par rapport aux inspirations très 15e siècle des Nilfgaardiens, et puis le but du jeu qui serait intéressant, comme c'est des soldats de base, il faudrait qu'ils puissent avoir de l'équipement qui soit interchangeable. Donc là on a fait un modèle, mais il faudrait que ce modèle puisse évoluer vers d'autres choses. Ça on en reparlera à la fin. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux problèmes de production qui sont essentiels. C'est même quasiment ceux qu'on devrait traiter en premier. En premier lieu, on a bien évidemment l'argent. Voilà, parce que l'argent, évidemment, c'est important sur un budget de production qui est un peu serré. On va pas dépenser énormément d'argent dans les costumes des figurants, d'autant plus qu'il faut en équiper beaucoup. Alors pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est acceptable, les soldats Nilfgaardiens de la saison 1, en fait, ils ont été budgétisés en France à peu près à 6 000 €. 6 000 €, c'est sans les chaussures, sans les armes et sans les casques. Mais en réalité, ces costumes, ils ont été faits dans les pays de l'Est ou en Espagne, ce qui veut dire qu'ils ont coûté 2 à 3 fois moins cher. Alors on va compter à peu près 2 000 € pour chaque costume, sans les armes, sans les casques et sans les chaussures. C'est un prix qui semble à peu près acceptable pour une production de ce genre, apparemment. Deuxième élément, c'est la praticité, parce qu'évidemment, si on a 100 figurants, on veut pas qu'ils passent chacun 1 heure à s'habiller, ça paraît absolument délirant, surtout des figurants aussi simples que ça. Donc il faut que leurs vêtements soient pratiques et surtout qu'ils soient complètement indépendants dans la manière de les gérer et de les mettre eux-mêmes. Bon, ça c'était un peu le thème de base de la vidéo avec Mélanie, du coup vous avez une bonne idée de la question déjà. Et enfin la lisibilité, parce qu'en fait une armée médiévale, ça n'a pas vraiment d'uniforme, et parfois ça n'a même pas de signe distinctif. Mais là, pour que le spectateur puisse reconnaître les protagonistes, on est obligé de faire des arrangements avec ça, parce que sinon, plus personne ne s'y retrouve. C'est d'autant plus compliqué dans un contexte de troupes équipées comme ça vient, mais ce n'est pas si compliqué en réalité. Et bien voilà, ça y est, nous avons notre cahier des charges, maintenant il s'agit de passer au matériel. Ouais, c'était là en fait. Alors la première chose à faire évidemment, c'est de s'occuper des chaussures. Et pour les chaussures, j'ai pris un modèle qui est assez simple, qu'on retrouve dans plusieurs périodes entre 12, 13e, 14, 15e siècle. C'est des modèles qui sont simplifiés par rapport à des modèles historiques, avec des semelles qui sont beaucoup plus grosses, parce qu'à l'époque, elles étaient plus fines, mais que nous, on a des petits pieds fragiles, habitués au basket. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu le chaussure à lacets, un peu basique. Là, évidemment, je l'ai pris à ma taille, parce que vous allez voir que je vais moi-même pouvoir enfiler le costume. Et en dessous, à l'heure actuelle, ce sont des clous qui y sont, mais si j'avais dû travailler avec une vraie production et des figurants qui auraient dû se servir de ces chaussures longtemps, j'aurais mis des petits patins tout à fait modernes, antidérapants,
écran, ça ne se voit pas et c'est quand même bien plus pratique à utiliser. Côté couleur de base, on est sur du marron comme le pantalon, on va faire très simple. D'ailleurs, parlons-en de ce pantalon, parce que ça, c'est pas historique du tout. En fait, à cette époque-là, on porte plutôt des braies avec des chausses. Alors des braies, c'est une sorte de caleçon, les chausses, c'est comme des chaussettes mais qu'on attachera à la ceinture. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais en réalité, c'est assez pratique quand on a l'habitude. Mais un figurant, il a probablement pas l'habitude. Et dans l'absolu, ça ne se verra absolument pas à l'écran qu'il ait des chausses ou qu'il n'en ait pas. Donc on va plutôt lui coller un pantalon. En plus de ça, ça coûte moins cher, donc la prod sera contente. L'élément principal, c'est ce jack. Alors on a fait beaucoup de blagues dessus, un jack, une jack, mais en réalité dans les sources historiques, on a les deux. On a à la fois féminin et masculin. Donc on peut dire un jack ou une jack, ça ne pose aucun problème. Si on veut tricher, on peut aussi dire pourpoint. D'ailleurs, ce modèle-là, il est inspiré de celui de Charles de Blois, qui date du XIVe siècle, pile poil dans notre période de référence. Côté couleur, on part sur un blanc écru, c'est-à-dire une sorte de blanc cassé, très naturel, et en fait c'est assez pratique par rapport aux Nilfgaardiens qui eux sont noirs et gris, on va bien pouvoir les reconnaître sur un champ de bataille. Bon, je sais ce que vous allez me dire, blanc et noir ça fait un peu échec, mais à l'image c'est quand même très efficace. Vous l'avez noté, il y a beaucoup de boutons sur ce jack. La plupart des costumiers de cinéma auraient remplacé ça par des fermetures éclairs ou des scratchs invisibles, avec les boutons en fixe, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Une fois qu'on a mis ça, il suffit de patiner un peu pour donner du vécu, et c'est parti. Alors sur celui de Mélanie, j'ai utilisé des techniques de peinture et de vieillissement artificiel, pas trop non plus parce qu'on veut pas avoir des gars dégueulasses, mais voilà, c'est des techniques qui sont artificielles et bien connues. Pour celle-ci que j'ai refaite à ma taille, je vais utiliser une technique très particulière, vous allez voir. La cotte de maille. Et oui, parce qu'en fait, une cotte de maille bien entretenue, et bien en fait, c'est de l'acier naturel, huilé, et du coup, ça laisse vraiment des grosses marques grises en dessous. Donc il suffit de bouger un petit peu comme ça dedans, faire son petit footing matinal, comme ça, à courir, on fait des petits exercices. Vous allez voir que quand je vais enlever la cotte de maille, eh ben la patine sera faite. Alors après, sur des gants bisons ou des jacks qui ont vraiment du vécu, beaucoup de vécu, la couleur est crue. Elle est plutôt devenue un peu marron, un peu grise, parce que justement, toutes les pièces d'armure étant graissées, plus la saleté, eh bien ça crée une couche à peu près uniforme. On va pas se mentir, à enlever c'est un peu pénible. Et bien voilà, mon blanc écru n'est plus très blanc écru, on est plutôt sur un gris un peu graisseux, un peu marron, qui est assez typique de ce genre d'équipement. Il ne me manque plus qu'à rajouter mon petit écusson. Voilà, maintenant c'est fait, je vais reculer un petit peu et passer en voix off pour vous montrer le reste de l'équipement. Alors je fais une pause 2 minutes dans la vidéo pour vous rappeler quelque chose d'important, les nouvelles The Witcher éditées chez Brajlon sont sorties. Et si c'est important que je vous le rappelle, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que Hugo Pinson et Tim Montaigne, les incroyables illustrateurs du projet Nilfgaard, sont aussi les illustrateurs de ces ouvrages. Et qu'en fait ces ouvrages, ils sont très inspirés de l'histoire, et ce sont d'excellents exemples pour montrer que finalement en s'inspirant de l'histoire, on peut faire de la très bonne fantasy, très crédible et très intéressante. En plus de ça, malheureusement, les livres viennent de sortir et les librairies sont fermées. Donc du coup, ils se retrouvent un petit peu le nez dans l'eau et c'est important de rappeler que les livres sont sortis et qu'ils sont disponibles à la vente en ligne et je vais vous mettre quelques liens dans la description pour que vous puissiez les acheter. En tout cas, je vous les recommande parce que forcément, ils sont très beaux, ils sont très grands, c'est assez surprenant d'ailleurs parce que c'est vraiment des œuvres d'art qui à l'intérieur. Et pour rappel, ceux qui ont contribué au projet Nilfgaard à hauteur de 100 € minimum recevront l'un ou l'autre livre avec leur contrepartie. Donc voilà, si vous voulez soutenir nos auteurs illustrateurs, n'hésitez surtout pas à aller faire l'acquisition de ces livres qui sont vraiment magnifiques, ça leur fera plaisir, et puis ils ont tellement donné pour le projet Nilfgaard pour qu'il ait l'air de ce à quoi il a l'air aujourd'hui, que franchement, si on peut les aider comme ça, eh bien je pense que ce sera très bien. Sur ce, eh bien écoutez, on y retourne. Ceinture, on part sur du ceinturon basique en cuir avec une boucle classique historique en laiton. Une pochette en cuir que l'on appelle une aumônière, c'est un modèle tout simple, assez anecdotique que l'on retrouve entre le XIVe et le XVe siècle, parfait pour le personnage. Le couteau de combat semble avoir été bricolé avec les moyens du bord et sert d'arme de chasse ou de dernier recours. Il est porté à droite pour être dégainé même si le porteur est poussé au niveau de son bouclier. On ajoute à tout ça des chaînes de Jacques, on en voit sur plusieurs sources, notamment un peu tardives. Comme leur nom l'indique, ce sont des chaînes qui se mettent sur la Jacques. Facile, non ?
Cela protège des coups qui pourraient venir sur les côtés, menacer les bras. Comme vous l'avez vu sur la vidéo avec Mélanie, ça je le fixe sur 2 points, juste au niveau des poignets et au niveau des épaules. Alors que normalement ça se fixe en 3, et vous voyez que là j'ai un trou pour le fixer. Pourquoi en 2 points au lieu de 3? C'est tout simplement parce que c'est impossible d'ajuster quelque chose de correct avec plein de figurants, alors qu'on a 3 points fixes, alors qu'avec 2, le coude reste mobile, et donc du coup on peut l'ajuster correctement. Et si on va aller faire les choses vraiment jusqu'au bout, chose que j'ai pas fait dans la vidéo avec Mélanie mais je vais vous montrer, on passe un lacet dans le petit trou, comme ça, le petit trou comme ça, et... ouais, on va y arriver, ouais. Alors on passe un lacet dedans comme ça, et on l'accroche tout simplement en faisant le tour de son bras, pour avoir ce 3e point d'attache. Si les lacets veulent bien arrêter de s'en mêler, voilà, comme ça. Bon, évidemment, j'ai pris un lacet un peu grand, mais vous voyez l'idée. Et là, vous voyez que ça tient sur 3 rangs, je peux quand même bouger assez facilement, et ça se balade pas partout quand je bouge. C'est quand même bien pratique. Sur la tête, j'ai opté pour une protection renforcée puisque ces soldats dans les livres sont opposés directement à des escadrons de cavaliers nilfgaardiens, on peut donc estimer que les coups vont venir d'en haut. Donc un housson, c'est la cagoule rembourrée, aux couleurs accordées à la jaque. Ce casque, c'est ce qu'on appelle un bassinet à bretèche. Ça, c'est le bassinet, et ça, c'est la bretèche. Là encore, c'est assez typique du XIVe siècle. On en voit beaucoup sur les gisants de chevaliers anglais, où ils se portaient sous un grand aume. Et ouais, double casque, ça rigole pas du tout. La cotte de maille autour, c'est pour compléter la protection. Ici, ce sont des anneaux à bouter, c'est-à-dire que chaque anneau est juste refermé à la pince, et il est très facile de les défaire. Historiquement, pour faire les choses correctement, il faudrait que chaque anneau soit rifté. Ça le rend plus solide et on ne peut pas l'ouvrir aussi facilement. Bon, je vous avoue que pour du figurant, c'est pas très utile, on verra pas la différence et ça coûte moins cher. Là encore, la prod sera contente. Les gantelets, évidemment, ça sert à protéger les mains. C'est essentiel dans l'équipement médiéval de la période dont on s'inspire, c'est là qu'on prend les premiers coups avec la tête. J'ai choisi des gantelets Jourdbourg, un modèle là encore assez simple avec une partie évasée au poignet qui fait glisser les coups vers l'extérieur. Le deuxième gant, s'il y a un bouclier, en fait on peut le passer à la ceinture ou le mettre de côté. Il nous reste quoi là? Ah, la couverture. Vous avez posé énormément de questions sur cette couverture. À quoi sert cette couverture? Eh bien en fait elle sert de couverture. Voilà. Bon, on peut imaginer qu'effectivement notre soldate là, eh bien en fait elle passe plutôt son temps dans la forêt et que, s'il faut, elle a ses affaires sur elle et elle n'a quasiment que ça. Donc avoir une petite couverture au cas où il fait froid, c'est jamais perdu. Les armes, je suis parti sur un écu assez grand, avec les armes de Rivy bien marquées, là encore on peut facilement reconnaître le soldat. Comparé aux équipements nilfgaardiens plutôt inspirés du XVe siècle, celui-ci est donc assez rétro. Naturellement la hache comme arme de poing, c'est parfait pour fendre une bûchette, mais un crâne de nilfgaardien aussi. Celle-ci est inspirée d'un modèle viking, mais très honnêtement il existe des haches à une main à peu près à toutes les périodes de l'histoire, donc du coup ça peut être remplaçable à volonté. Dernière étape évidemment, il faut qu'on arrive à parler de la cohérence de l'ensemble par rapport au cahier des charges. Alors sur les charges de production, côté lisibilité, eh bien ma foi vous avez vu, c'est très reconnaissable, on est sur des couleurs très marquées, des emblèmes très visibles, le style fonctionne. Bon, côté praticité, je vais pas vous refaire le speech, vous avez vu dans la vidéo du projet Nilfgaard, que finalement il suffisait de 10 minutes au 2e essai pour arriver à mettre cet équipement au complet. C'est plutôt efficace. Sur le coût, eh bien écoutez, là j'arrive à un total à peu près de 1500 €. Casque, chaussures et armes comprises. On est quand même bien loin de nos 2000 € du soldat nilfgaardien qui est un peu à poil, sans armes, sans casque et sans chaussures. Du coup là encore on peut dire que c'est une mission accomplie finalement. Sur les sources, c'est-à-dire le livre d'origine, eh bien on colle plutôt pas trop mal. Alors après j'ai fait quelques adaptations, typiquement j'ai fait l'impasse sur les codes d'armes très blanches, parce que bon, c'est valable pour une garde spéciale sur un pont, sur une rivière, mais pour le personnage qu'on voulait faire, c'était moins adapté. De la même façon, j'ai pas pris de Aubert, c'est-à-dire la cotte de maille, parce que c'est pénible d'équiper du monde avec, c'est pas pratique, et à tout point de vue, ça correspondait pas au personnage. Mais assez mal à la période en plus de ça, mais ça, c'est un problème de l'auteur sur lequel on reviendra un autre jour. Pour information, le blason de Rivy et Lyrie que j'ai utilisé, c'est une proposition d'un spécialiste polonais de l'héraldique qui a travaillé sur The Witcher. Côté vêtements et adaptation, finalement, il y a 2 grandes choses qui dépassent, à savoir la jaque, à savoir Jacques, et puis la couverture. Le Jacques, l'avantage énorme de garder les boutons, c'est qu'au final, on peut choisir d'ouvrir celui du haut, d'en ouvrir 2, de n'en boutonner qu'un sur 2, d'enlever ceux du bas pour avoir plus d'aisance au niveau des jambes, de déboutonner ceux des manches pour pouvoir faire des revers, parce que parfois, eh bien, c'est un peu long, et finalement, le figurant, comme ça, peut adapter son équipement à sa morphologie, à ses goûts aussi, à sa manière de sentir le costume. La couverture, c'est un peu la même chose. On peut la rouler dans le dos, on peut la passer dans la ceinture, on peut la mettre en travers comme un boudin, on peut la mettre
mettre en cape, il y a énormément de possibilités différentes qui créent des myriades de variations qui sont extrêmement intéressantes. Et puis évidemment, je l'ai pas précisé, mais devoir remplacer tous les boutons amovibles par des boutons fixes, puis des scratchs en dessous et des fermetures éclairs, eh bien c'est du travail, ça a un coût. Donc du coup, le fait de ne pas le faire, ce sont des économies, et là encore la prod sera contente. On peut aussi s'amuser à changer les casques, les gantelets, les armes. On peut créer des lanciers, des troupes avec des armes d'ast ou des épées, et en rajoutant quelques pièces marquantes, eh bien tout de suite on peut avoir un officier. Et tout ça sans vraiment changer le budget. L'ensemble reste toujours cohérent avec la base de couleurs, mais les changements d'équipement ou d'accessoires ou de manière de s'en servir créent des variations, et donc naturellement une armée qui adapte son équipement avec des troupes différentes. Pas d'uniforme, mais une uniformité d'ensemble. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et sur ce genre de costume, c'est pas nécessairement les petits détails du costume lui-même qui vont changer la donne, mais la variation possible entre les soldats pour l'effet d'ensemble. Du coup, il faut le penser simple, efficace, polyvalent. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas mettre de petits détails intéressants dans le costume. Et vous voyez à quel point finalement j'ai juste récupéré des morceaux de pièces historiques à gauche, à droite, je les ai un petit peu adaptés et j'ai refait quelque chose. Historiquement c'est pas très juste, par contre, dans le cadre de The Witcher et dans le cadre de quelque chose de fantasy qui va s'appuyer sur l'histoire, c'est absolument parfait. Et en plus de ça, pour tout vous avouer, les exemples que je vous ai fait à la fin, j'ai fait ça vraiment à l'arrache en prenant des pièces ici ou là, et je me dis tiens, hop, si on change ça, tiens, si on change ça, tiens, telle attitude, tel équilibre différent. Vous voyez qu'on peut arriver à des combinaisons quasiment sans fin. Et si vous ajoutez à ça la lumière et la mise en scène, je pense que nos soldats de Rivie devraient plutôt bien rendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si ce premier épisode de conception de costume vous a plu. Comme d'habitude, likez et partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Now go!